Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu que le NSDAP a plus d'une centaine de députés au Reichstag et nous allons reprendre là. Donc pour rebondir sur l'histoire d'Hitler et les députés, j'ai fait un hors-série sur ce que Hitler a écrit sur les députés dans Mein Kampf. Donc pour ceux que ça intéresse, je laisse aller voir la vidéo. Pour ceux qui ne suivent que la vie d'Hitler, cela n'est pas nécessaire dans la chronologie d'Hitler. Donc, le 4 octobre 1930, le procès de Leipzig sur les officiers de la Reichswehr se termine et les officiers sont reconnus coupables de haute trahison pour avoir adhéré au parti nazi. Donc, en fait, ils n'ont pas adhéré qu'au parti nazi, ils avaient aussi demandé à leurs camarades de ne pas obéir aux ordres s'il y avait un éventuel mouvement de troupes contre le NSDAP. Donc Ludin et Scheringer sont radiés de l'armée. Friedrich, lui, avait déjà quitté l'armée bien avant ça pour justement recruter des hommes pour l'ASA. Mais tous les trois écoperont de 18 mois de prison. Donc entre parenthèses, ces trois hommes auront des destins totalement différents. Hans Ludin deviendra député du NSDAP et un grand officier de l'ASA. Il mourra juste après la guerre par pendaison, accusé d'avoir déporté de juifs de Slovaquie. Scheringer, lui, rejoindra le parti communiste, ce qui fera un bon coup de pub pour le parti communiste, en disant que eux, ils n'abandonnaient pas les leurs en prison, et que le NSDAP, eux, les laissait tomber. Et Scheringer, quand le NSDAP prendra le pouvoir, ira en camp de concentration, mais ses relations avec Ludin feront qu'il sera relâché et il servira pendant la guerre dans la Wehrmacht. Et il mourra bien après la guerre. Friedrich, lui, il soutiendra les révoltes de Stein et il rejoindra Otto Stresser. Donc lui, il disparaîtra complètement, il n'y a aucune trace de lui pendant la guerre. Donc il se cachera certainement, il changera certainement de nom, et il refera son apparition après la guerre, et lui aussi il mourra bien après la guerre. Le 5 octobre, à l'instigation du président Hindenburg et de son entourage, le chancelier Heinrich Brüning prend contact avec Hitler et le rencontre en privé dans une maison du ministre du Reich pour éviter toute publicité. Il y aura également avec Hitler Wilhelm Frick, Gregor Stresser et Göring. Et Heinrich Brüning tente de gagner le NSDAP à l'idée d'une opposition constructive en lui faisant miroiter que le NSDAP aura sa place dans les gouvernements régionaux. Hitler refuse, il sera dit que Hitler fait un monologue d'une heure, et bien que cela devait être secret et privé pour éviter toute publicité, les SA sont autour du domicile du ministre et chantent des chants de combat SA. Ce que vous pouvez imaginer n'est pas très discret. Le 13 octobre, arrivée des 107 députés du NSDAP au Reichstag. Donc ils sont accompagnés par toute une bande de SA. Ils sont tous en uniforme et les 107 députés rentrent dans le Reichstag en uniforme. Et ils font tous un Heil Hitler. Donc il ne faut pas oublier que pour l'instant en Prusse, l'uniforme des SA est interdit. Donc cela fait scandale. Il y a des altercations avec des rouges, des communistes, et des vitrines seront cassées. Donc on peut dire une entrée remarquée. Tony Sander, député socialiste, a écrit « C'est l'élite de la race aryenne, ce gang bruyant, criant et en uniforme. J'ai regardé attentivement leurs visages, puis je les ai étudiés. Plus je les étudiais, plus j'étais terrifié par ce que j'ai vu. Tant d'hommes au visage de criminels et dégénérés. Quelle dégradation de s'asseoir au même endroit avec un tel gang. » Le 14 octobre, Gregor Stresser, Feder et Frick présentent un projet de loi au Reichstag pour limiter les taux d'intérêt à 4%. En outre, la législation déclare que la propriété entière des banques et des bourses doit être expropriée
sans indemnisation pour le bien-être du peuple allemand dans son ensemble. Les grandes banques doivent être reprises par l'État sans retard. Donc Hitler est horrifié, il n'a jamais dit un truc pareil, bien au contraire, et il demande rapidement de retirer le projet de loi. Donc les députés du NSDAP écoutent Hitler, retirent la loi, mais les communistes réintroduisent le projet de loi mot pour mot. De cette manière, le NSDAP se retrouve dans la situation embarrassante de devoir voter contre leur propre projet de loi, ce qui créera des tensions entre Gregor Stresser et Hitler. Le 17 octobre, Thomas Mann appelle à la coalition de tous les démocrates contre le national-socialisme. En octobre également, Rosenberg sort son livre « Le mythe du XXe siècle ». Donc c'est un livre antisémite, c'est contre aussi la religion catholique. Et justement, Alfred Rosenberg le donnera à Hitler pour qu'il approuve, et Hitler dira qu'il est sûr que tout est bon. Mais Hitler ne lira quasiment pas le livre, il le survolera vite fait, et il ne saura pas exactement ce qui est dit dedans. Hitler dira également que le mythe du XXe siècle de Rosenberg ne doit pas être considéré comme une expression de la doctrine officielle du parti, pour justement mettre les points sur les i. Il sera dit aussi que Hitler avait dit, dans une conversation de table, en parlant du mythe du XXe siècle, des choses que personne ne peut comprendre, écrit par un Allemand baltique à l'esprit étroit qui pense en termes horriblement compliqués. Une rechute dans les notions médiévales. Et Hitler est étonné que le livre se vend aussi bien. Donc, Goebbels nous raconte pour ce mois d'octobre 1930, justement il revient sur la réunion d'Hitler avec Brüning. Il dit que Hitler est revenu tout content, qu'il a fait une bonne impression à Brüning, et il dit que le Reichstag n'a que peu de temps à vivre. Goebbels parle également qu'ils essayent de reprendre la main sur l'ASA. Koch est nommé chef de l'ASA, donc en dessous de Hitler, mais Goebbels dit que c'est un balourd complet, et Göring devient un agent de liaison entre l'ASA et le parti. Il dira également qu'avec Göring cela se passe bien, mais par contre que Stresser le déteste. Il parlera aussi de l'entrée des députés dans le Reichstag. Il dira que juste avant de rentrer, des policiers ont essayé de l'arrêter, mais que ses compagnons l'ont tiré dans le Reichstag et les policiers ne pouvaient plus rien faire. Mais il dira que les policiers sont partis chez lui pour fouiller son logement de fond en comble. Donc il dira que dans le centre, il y a eu un déchaînement de fureur, des centaines de vitres ont été brisées, et que la presse met ça dans une mise en scène incroyable en disant que la révolution est à nos portes. Goebbels dira qu'il y a eu de nombreux blessés. De plus, Goebbels est content parce que ils ont fait passer une loi au Reichstag pour maintenir l'immunité parlementaire au cas où le Reichstag serait dissous. Donc vous l'avez compris, Goebbels, dès qu'il y a un problème avec le Reichstag, il y a énormément de problèmes avec la justice, et là, il est immunisé en cas de dissolution du Reichstag, tant qu'il est député, cela va de soi. Goebbels finira par dire que c'est son anniversaire, le 29 octobre 1930, il a 33 ans, et que sa table est pleine de lettres, de fleurs et de cadeaux. Il dira « Les premiers cheveux gris apparaissent à mes tempes, on se fait vieux, et tellement de soucis et de déconvenus. Mais malgré tout, en avant, nous n'avons pas le droit d'être fatigués. » Il dira un peu plus loin « Que Dieu continue à me donner force et santé, j'en ai besoin aujourd'hui, plus que jamais. Les femmes me comblent d'amour, favoris des dieux, pour combien de temps encore, j'ai souvent l'impression d'être dans un rêve. » Donc nous en reparlerons plus tard dans le hors-série sur Goebbels, mais Goebbels c'est un non-juan, et il court après toutes les jolies filles. Pour ce mois de novembre, le 16 novembre, succès électoral du NSDAP à Danzig. Donc le NSDAP devient le deuxième parti politique de Danzig. Le 23 novembre, conflit de nationalité en Haute-Silésie, le gouvernement polonais empêche le vote secret pour les élections parlementaires, des candidats allemands sont arrêtés juste avant les élections, la Pologne craint un vote des Allemands en faveur du rattachement de toute la Silésie au Reich allemand. Le 30 novembre, succès du NSDAP aux élections pour la région de Brême. Et pour ce mois de novembre également, retour de Ernst Röhm de Bolivie sur la demande d'Hitler.
Donc il ne faut pas oublier que Sten a un gros poids dans les révoltes des SA. Donc Hitler a eu l'idée de faire revenir Ernst Röhm pour éviter toute future révolte, en se disant que Ernst Röhm avait du bagage et que les SA le respectaient et le suivraient dans sa démarche. Donc il est de retour en novembre, mais Hitler annonce que Ernst Röhm deviendra le chef de cabinet SA le 5 janvier 1931. Donc en gros, de novembre à janvier, pour le mois de décembre, il sera le chef officieusement. Tant de voir comment ça se passe, de tout mettre en place pour officiellement arriver en janvier. Il prendra Walter Sten comme second, ce qui provoquera d'autres problèmes. Donc dans le journal de Goebbels, on peut voir que le 7 novembre, Goebbels rencontre pour la première fois sa future femme, Magda Richt. Elle travaille dans les archives de son bureau. Et justement, il dira « Je retourne au bureau. Une belle femme du nom de Kant organise mes nouvelles archives particulières. » Donc Kant, c'est son nom de femme mariée et Richt, c'est son nom de jeune fille. Donc cette femme aura droit à un hors-série parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter sur cette femme qui tournera autour d'Hitler. Donc tout au long du mois, il parlera d'elle. Donc en fait, elle l'aide à ranger des archives, ranger des photos. Elle reste tard la nuit. Enfin bon, bien qu'ils se connaissent à peine, nous voyons tout de suite que Goebbels est intéressé. Dans tous les cas, comme dit précédemment, il saute sur tout ce qui bouge. Pour ce mois de novembre, le journal Angriff aura une interdiction de 8 jours à cause d'une remarque sur le fait qu'un communiste ait giflé le préfet de police, et justement, l'Angriff ont en gros salué ce geste. Le journal, à cause de la Grande Dépression, perd 15 000 marques, et pour ce mois de novembre, Goebbels rencontre Röhm. Et Goebbels nous dit aussi que fin novembre, il y a une nouvelle grogne chez les SA. Le 1er décembre 1930, le chancelier Brüning promulgue de nouvelles ordonnances financières, ce qui augmente la misère des classes populaires. Le 4 décembre, Albert Speer, qui deviendra l'architecte d'Hitler, le voit pour la première fois. Speer dira, lors de cette première rencontre, « Ce qui a été décisif pour moi, c'est un discours que Hitler a fait aux étudiants et auquel mes étudiants m'ont finalement persuadé d'assister. D'après ce que j'avais lu dans la presse d'opposition, je m'attendais à trouver un fanatique hurlant et gesticulant en uniforme. Au lieu duquel, nous étions confrontés à un homme calme, en costume sombre, qui nous a adressé des tons mesurés d'un universitaire. Quand Hitler est apparu, il a été accueilli avec un enthousiasme incroyable. Aussi réceptif que je sois à l'atmosphère, cela avait déjà un effet sur moi. Je sentais la chair de poule descendre le long de ma colonne vertébrale. Et puis, je n'avais vu que des photos de lui en uniforme, ses cheveux un peu sauvages, mais le voici, dans un beau costume bleu, à l'air civil et soigné. Ce qui m'a le plus impressionné a d'abord été sa timidité inattendue, puis la retenue dont il a fait preuve, à la fois dans ce qu'il a dit et comment il l'a dit. Plus tard, j'ai souvent remarqué cette tendance à la timidité chez Hitler, quand il s'est retrouvé en compagnie de gens très instruits, qui étaient supérieurs à lui en connaissance. Dans la seconde moitié de son discours, la timidité a disparu, et il a parlé avec urgence et conviction. De la nécessité, pour les jeunes Allemands, de retrouver de la fierté. Donc, si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, même dans le hors-série sur les meetings d'Hitler, je parle de la façon de faire d'Hitler, c'est justement celle-là. Au début, il arrive, tout timide, et au fur et à mesure, il monte en intensité. Donc là, Speer est frappé par justement cette façon d'être. Donc Speer rajoutera que justement il y avait beaucoup d'étudiants dans la salle, quasiment c'était une majorité d'étudiants, et que Hitler leur parlait comme un professeur parle à ses élèves. Donc il dit qu'il n'a pas parlé des juifs lors de son discours, et il dira qu'il avait l'impression qu'Hitler se souciait de chacune des personnes présentes dans la salle. Donc dans le discours d'Hitler, qui parle aux jeunes, il dira « La Première Guerre mondiale avait éliminé ceux qui étaient les meilleurs et préservé les inférieurs. Enfin, la guerre a laissé l'Allemagne à une prépondérance de ses inférieurs. Au cours des 12 dernières années,
les politiques de ce pays, les politiques d'égoïsme de rang, ont été celles de l'esprit inférieur. Lorsque les nations abandonnent les concepts anciens et traditionnels d'honneur et d'héroïsme, dans la croyance erronée qu'elles sont démodées et dépassées, cela conduit à un lent affaiblissement de la fibre populaire. Les idées héroïques attirent des éléments héroïques. Des idées lâches rassemblent les lâches. Examinez notre époque. Examinez ce qui vous donne vie et verve à notre époque. Décidez-vous ensuite et faites votre choix. Vous devez trouver un moyen qui vous permette de faire partie et de vous absorber dans la vie de l'avenir de cette nation. Donc Hitler touche au but, il parle à des jeunes qui, pour la plupart, ont eu un membre de leur famille mort à la guerre ou blessé, que la République de Weimar a complètement délaissé, et de plus, la République de Weimar essaye d'effacer tout ce qui a à voir avec la guerre. Les gens avec leurs médailles doivent les cacher, les gens justement qui promènent en uniforme d'anciens combattants sont mal vus, ce qui ne plaît pas justement à cette jeunesse, et cette jeunesse aime Hitler pour ses propos d'héroïsme. De plus, Hitler emploie la même doctrine que l'école de l'Allemagne. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, ce n'est pas comme en France. En France, le prof fait son cours, les élèves écoutent, alors qu'en Allemagne, le prof fait son cours et les élèves participent au cours. Et cela pas qu'au lycée, même en primaire, cela commence. Il y a une espèce d'échange entre prof et élève qui n'a rien à voir avec la France. Et le NSDAP reprendra cette doctrine aussi bien dans l'école quand ils seront au pouvoir que dans la jeunesse hitlérienne. Donc là, comme vous l'avez entendu, Hitler dit en gros aux jeunes de réfléchir et de choisir par eux-mêmes, de voir ce qui est le mieux pour la future Allemagne. Et ça aussi, ça plaît aux jeunes, parce que forcez un jeune à faire quelque chose et vous êtes sûr qu'il fera l'inverse. Et Speer dira également que Hitler parlait justement de stabilité, d'ordre et de discipline dans ses meetings, et justement quand il sortait, il voyait la police à cheval charger des gens et les taper sans raison. Donc les jeunes, en voyant ça, ils ont vite fait le rapprochement que leur gouvernement fait n'importe quoi et que le parti d'Hitler ne serait peut-être pas si mal que ça parce qu'il manque de l'ordre et de la discipline dans le pays. Le 5 octobre, il y a la présentation au cinéma du film À l'Ouest, rien de nouveau, donc film pris sur le roman, et Goebbels rassemble 150 SA qui envahissent la salle de cinéma. Ils lâchent des bombes puantes et lâchent des souris blanches parmi les clients et ils crieront dans la salle « Dehors les juifs !» Et une fois dehors, les SA ont commencé à casser des vitres et à taper toutes les personnes qui pourraient ressembler de près ou de loin à des juifs. Donc cela se fera sur plusieurs jours et finalement ils finiront par interdire le film À l'Ouest, rien de nouveau dans les salles pour éviter tout problème. En gros, le film c'est un trouble à l'ordre public. Donc il faut savoir que là nous parlons de la ville de Berlin, mais beaucoup d'autres régions d'Allemagne et aussi en Autriche, le film sera interdit en salle. Le 12 décembre, évacuation militaire de la Sarre, qui reste sous contrôle administratif et économique français. Donc pour ce mois de décembre, Goebbels revient sur la manifestation qu'il a fait contre le film À l'Ouest, rien de nouveau. Donc manifestation après le bordel qu'ils ont fait dans la salle. Donc Goebbels dira qu'ils étaient 20 000 et la police qu'ils étaient 6 000. Après une autre journée, ils diront qu'ils se sont manifestés et qu'ils étaient environ 40 000 personnes. Et la police s'est mise à matraquer et il y a eu des tirs. Il dira également que les jours suivants, les manifestations sont interdites et que le film n'est plus diffusé. Il dira également que la presse juive fait une campagne acharnée pour interdire le parti du NSDAP et il semble aussi qu'ils harcèlent la mère de Goebbels. Et pour ce mois de décembre, il y a en Allemagne 4,4 millions de chômeurs et le parti du NSDAP compte 220 000 membres. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.